Salut, bienvenue dans Health Hackers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine depuis environ un an, c'est la longévité. Est-ce que tu veux vivre plus longtemps? C'est une question conne peut-être, mais que je pense que tu dois te poser. Et à chaque fois que je la pose à quelqu'un ou que je parle de la longévité avec quelqu'un, systématiquement les personnes me disent mais ça sert à rien de vivre plus longtemps. C'est pas forcément intéressant parce que quand on est vieux, on est malade, on souffre. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de remettre un peu en question ce dogme, parce que on vit une époque formidable, la science fait des progrès incroyables, et on peut vivre une vie vraiment en bonne santé et en longévité. En gros, l'idée c'est comment vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est vraiment l'objectif. Bien sûr, ça n'intéresse personne d'être vieux et malade. C'est pas forcément agréable. Et même, en fait, quand t'es vieux, même malade, je veux dire, la majorité des gens qui sont dans ces situations qui est pas optimale, ils ont quand même envie de vivre le plus longtemps possible. Parce que voilà, c'est notre nature. Aujourd'hui, si tu es bien, tu as pas envie de mourir aujourd'hui en fait. Et ça sera exactement la même chose quand tu auras 80 ans, même si ta santé elle est moins optimale. Et c'est pour ça que en fait, un de mes objectifs, c'est de vivre jusqu'à la fin du siècle, Inch'Allah, et surtout de le faire en bonne santé. Parce que j'ai envie de voir tout ce que ce siècle nous réserve, de choses incroyables, d'avancées technologiques en médecine, en sciences, et aussi j'ai envie d'être là pour ma famille et voir comment tout ça va évoluer. C'est vraiment sincèrement quelque chose qui me donne vraiment envie et qui me fascine. C'est pourquoi je me suis vraiment lancé à fond sur cette quête, on va dire, de longévité pour la dernière année. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Et aujourd'hui, on va parler d'une approche qui est vraiment intéressante, qui est celle d'un médecin américain qui s'appelle Sandra Kaufman, qui a écrit un livre qui est pas mal, c'est le Kaufman Protocol, que je vous conseille vivement de lire si vous lisez l'anglais, et où elle vraiment, on va dire, rend l'approche de la longévité beaucoup plus claire et simple à comprendre. Et elle a élaboré, bien sûr, un protocole qui permet, selon elle, bien sûr, de vivre plus longtemps, mais aussi être en bonne santé. Parce qu'il faut savoir, en fait, en général, quand on vit longtemps, donc les personnes qui vivent, on va dire, au-delà de 90 ans, en général, ils ont une phase de maladie et de décès qui est beaucoup plus courte que les autres. Donc les gens, les centenaires par exemple, ils vont pas passer une dizaine, vingtaine d'années en maladie chronique ensuite décédés. C'est pas comme ça que ça se passe en général, bien sûr. Alors qu'en général, quand on commence à être malade et en mauvaise santé à partir de la cinquantaine, soixantaine, c'est là qu'on risque de passer beaucoup de temps en mauvais état, en mauvaise santé, et on risque de souffrir. Donc en fait, le fait d'essayer de repousser, on va dire, sa durée de vie, sa longévité, c'est aussi repousser le moment auquel en fait on va commencer à se sentir mal, à vivre mal et à être en mauvaise santé. En fait, les deux sont vraiment indissociables. En général, si on réussit à pousser sa durée de vie, on réussit à pousser aussi en fait sa durée de vie en bonne santé. Les deux sont vraiment indissociables. C'est ça en fait un des premiers trucs qu'il faut avoir en tête. Quand on parle longévité en bonne santé. Les deux sont indissociables. Tu pourrais peut-être allonger la vie d'un organisme, d'un animal ou d'un être humain sans forcément rallonger sa durée de santé. Mais là, je pense que c'est plus dans des cas où il y a des problèmes mécaniques, par exemple. Et encore aujourd'hui, il y a des solutions. Bref, on va pas trop rentrer dans ce détail aujourd'hui. On va plus parler des solutions pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Donc l'idée, c'est mourir jeune le plus tard possible. C'est-à-dire être en bonne santé le plus tard possible et on va dire limiter la durée durant laquelle tu vas souffrir et être en mauvaise santé. Dans un précédent podcast, j'en ai parlé, j'ai fait 40 minutes sur les raisons de pourquoi on vieillit en fait. Je te conseille d'aller l'écouter, je pense que c'est l'épisode numéro 73 de Health Hackers. Aujourd'hui, je vais aborder trois points que j'ai pas abordés durant ce podcast, qui sont très intéressants, que Sandra Kaufman aborde dans son livre. Mais aussi, on va surtout parler en fait de comment faire pour essayer de vivre plus longtemps. Et aussi ce que je fais en fait au quotidien, tous les jours, dans mon protocole à moi, on va dire de mon interprétation du Kaufman Protocol ou de ce que j'en retiens, et comment je l'utilise pour être en bonne santé et essayer de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Bien sûr,
comme tout le monde, je risque de me faire écraser par un bus du jour au lendemain, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher d'essayer d'optimiser ma santé ou d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Bref. Donc, quelles sont les différentes raisons pour lesquelles on vieillit? Là, j'en ai parlé la dernière fois, il y en a 7, mais c'est plutôt les mécanismes, on va dire. Je te conseille de réécouter ce podcast, je ne vais pas les réétaler ici. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 chemins métaboliques, en fait, qui, on va dire, qui rentrent en jeu dans le vieillissement. Sandra Kaufmann les aborde. Le premier, c'est les chemins des sirtuins. Je vais en parler plus en détail. Le deuxième, c'est l'AMPK, chemin métabolique de l'AMPK. Et le troisième, c'est le mTOR. D'abord, les sirtuins. Les sirtuins, j'ai fait aussi un podcast sur le sujet. Allez sur healthhackers.fr/épisode au pluriel, vous allez trouver ce podcast. En fait, ce sont des protéines qui sont codées par des gènes qu'on appelle les sirtuins. Il y en a 7 chez l'homme. Et ce qui est incroyable avec ces protéines, c'est qu'elles sont préservées quasiment dans tous les organismes. Donc tu peux le trouver dans un ver de terre comme tu peux le trouver chez l'homme. Et en général, ces mécanismes, quand ils sont préservés entre de très nombreuses espèces, on va dire à différentes étapes de l'évolution, c'est que c'est des procédés ou des schémas métaboliques très très importants. Et là, c'est le cas. Donc le sirtuin, c'est quelque chose de préservé, de très préservé en fait, que ce soit entre des organismes unicellulaires jusqu'à aux mammifères et d'autres organismes. Et qu'est-ce qu'ils font? Les sirtuins, ils te permettent en fait, ils font déjà beaucoup de choses. C'est vraiment des enzymes et des protéines ultra puissantes. Et elles permettent entre autres la réparation de l'ADN, mais aussi de maintenir ce qu'on appelle l'épigénétique de ta cellule. Donc l'épigénétique, en gros, c'est ce qui va permettre à ton ADN de s'adapter à l'environnement. Et ces sirtuins sont vraiment clés dans ces procédés. Et le fait de réussir à maintenir un ADN qui est en bon état et on va dire un fonctionnement épigénétique en bon état, ça va te permettre de vieillir beaucoup plus lentement et d'être en meilleure santé. Donc en gros, si tu arrives à activer tes sirtuins, tu vas normalement travailler dans le sens de préserver ton ADN, le réparer, mais aussi préserver comment il s'exprime, on va dire, en fonction de ton environnement, tout ce qui est épigénétique. Et ces sirtuins, ils peuvent être activés de très nombreuses manières. Il y a, par exemple, la restriction calorique, donc le jeûne, par exemple. Mais il y a aussi des composés chimiques, on va dire, on les appelle les STACs, les Sirtuin Activation Compounds, pardon. Et dans le Kaufmann Protocol, on explique, on parle de plein. Elle parle de plein de stacks, et notamment un qui est le resveratrol, qu'on trouve dans l'extérieur comment on appelle ça, l'extérieur des graines de raisin, ou bien dans une algue envahissante, et qui est un très puissant activateur des sirtuins. Donc travailler sur les sirtuins, c'est un des on va dire moyens de améliorer sa santé de manière générale, mais aussi de travailler ou de faire en sorte de vivre plus longtemps. Bien sûr, ça a été démontré sur de très nombreux organismes, et sur l'homme, c'est une autre histoire. C'est très compliqué de démontrer qu'une approche qui va prolonger la vie fonctionne, parce que réaliser un protocole de recherche qui démontre ça, c'est très très difficile. Le deuxième schéma métabolique que j'ai pas abordé la dernière fois, qui est abordé aussi dans le livre, c'est l'AMPK. L'AMPKNS, en fait, c'est un senseur d'énergie. C'est quelque chose qui va sentir est-ce qu'il y a assez d'énergie ou pas dans ton organisme. Et en fait, c'est quelque chose qui s'active aussi, bien sûr, avec la restriction calorique. Donc, si tu manges moins que ce dont tu as besoin, ou si tu jeûnes, par exemple, ton AMPK va s'activer. Et l'AMPK, en fait, elle active beaucoup de procédés derrière qui font en sorte que ton corps va se mettre en état de conservation. C'est-à-dire qu'il se dit, ok, on est dans une phase où ça craint, on n'a pas assez de ressources, ok, il faut qu'on gèle tout. En gros, voilà, c'est le bon terme, je pense. Il faut qu'on gèle un peu plein de procédés, il faut qu'on casse certains trucs inutiles aussi. Donc c'est un chemin métabolique catabolisant, c'est-à-dire qu'il casse des choses.
Il enclenche notamment un procédé qu'on appelle l'autophagie, que vous avez peut-être entendu parler, si vous vous intéressez au jeûne. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on pense que le jeûne peut prolonger la durée de la vie, et donc aussi déclencher l'AMPK, donc via la restriction calorique par exemple, ou via le sport. Le sport aussi, c'est un moyen qui va momentanément, on va dire, réduire ou créer un état de manque énergétique dans ton corps, et ça va activer l'AMPK, et ça va déclencher certains procédés comme l'autophagie par exemple, qui sont vraiment favorables à la longévité. Et pour déclencher l'AMPK, t'as pas forcément besoin de faire du sport ou de jeûner. Tu as aussi des composés qu'on appelle des caloric restriction mimetics. C'est des composés des composés qu'on trouve dans les plantes par exemple ou dans d'autres choses, qui font croire à ton corps que tu es en train de jeûner ou de faire du sport. Et du coup, ça déclenche l'AMPK. Enfin, le dernier chemin métabolique qu'on n'a pas abordé, c'est le mTOR. mTOR, ça veut dire Mammalian Target of Rapamycin. Rapamycin, c'est un médicament qui a été découvert, ou plutôt une bactérie qui a été découverte sur l'île de Rapa Nui, dans les îles de Pâques. Et en fait, c'est un immunosuppresseur. Aujourd'hui, il est utilisé, c'est un médicament qui est utilisé pour la transplantation d'organes, par exemple de reins ou ainsi de suite, pour limiter l'activation de système immunitaire, pour que les gens retiennent leurs organes. Donc du coup, c'est quelque chose de très 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 puissant. Et cette molécule, donc le rapamycin, inhibe un chemin métabolique qu'on appelle mTOR, donc du coup qui porte aussi son nom. C'est l'inhibiteur du chemin qui est inhibé par le rapamycin. En gros, ça va dans tous les sens. Et pourquoi mTOR, on en parle dans le contexte de la longévité aussi, ou du vieillissement. En fait, mTOR, c'est plutôt l'opposé de l'AMPK. Quand l'mTOR est activé, c'est quelque chose de catabolique, c'est un chemin de anabolique, c'est un chemin métabolique anabolique, c'est-à-dire qui va aider tes cellules à grandir, à grossir, dans tous les sens en fait, surtout dans tous les cas. Et en fait, ça peut être problématique. Enfin, c'est très très positif quand tu es dans une phase de croissance, c'est-à-dire si tu es adolescent, enfant, même jeune adulte, voilà, où tu fais du sport régulièrement, que tu as besoin de réparer tes cellules, tu as besoin de réparer tes muscles. mTOR, nickel, mais pas forcément tout le temps, mais au moment où tu en as besoin. Tu en as besoin dans des phases de croissance, ou dans des phases de réparation, on va dire. Et ça commence à devenir problématique quand tu deviens âgé, et que tu as beaucoup de cellules endommagées. Je parle par exemple des cellules sénescentes dans l'ancien podcast, ou d'autres cellules, on appelle ça les cellules zombies. Ou si tu as simplement, on va dire, ton ADN qui est mal en point, si tu pousses trop l'anabolisme, ça veut dire la croissance, tu peux te retrouver avec des tumeurs, tu peux te retrouver avec la production de beaucoup de protéines qui sont de mauvaise qualité ou dans mauvais état. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de recherches scientifiques sur la longévité est dirigée sur l'inhibition du mTOR, donc plutôt comment le bloquer. Plein de théories sont derrière, hein. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas en pense, c'est une des raisons pour lesquelles les régimes végétariens sont plutôt bons pour la longévité, parce que voilà, ils déclenchent moins mTOR. Et il faut savoir aussi qu'à mTOR, il n'y a pas que les protéines qui le déclenchent, mais plutôt aussi l'insuline et le sucre, donc le glucose de manière générale. Donc du coup, et pareil pour la MPK, donc le manque de sucre, de glucose, et la baisse d'insuline aussi déclenche la MPK, donc exactement l'inverse. Et mTOR, de la même manière que la MPK, en fait, il y a des molécules qui peuvent t'aider à l'inhiber, et qui sont pas forcément aussi violentes que la rapamycine, parce que la rapamycine aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être trop violent pour être utilisé dans la longévité. De toute façon, il n'est pas prescrit, il y a des études qui ont été faites sur ce sujet, et ça n'a pas vraiment donné des trucs concluants, parce que ça a des effets négatifs vraiment puissants. Et il y a par exemple un médicament qui est dans le Kaufman Protocol, qui est beaucoup plus safe, qui est beaucoup moins dangereux que la rapamycine, qui pourrait être utilisé pour une inhibition partielle du mTOR, c'est la métaformine, ce qu'on appelle le glucophage en fait.
Donc là, je pense qu'on peut rentrer dans les différents composés que le docteur Kaufman suggère de prendre. Notamment, donc le métformine, c'est un de ces composés. Dans le Kaufman Protocol, donc, il y a une approche vraiment ludique, je trouve, comment le docteur décrit la cellule ou le fonctionnement métabolique. Elle compare ça à une usine. Donc pour elle, pour qu'une usine fonctionne correctement, il faut 7 procédés. En fait, il faut 7 choses indispensables, on va dire. La première des choses, il faut un système d'information, ou plutôt une sorte de procédure globale qui explique comment tout fonctionne dans le corps, ou dans la cellule, ou plutôt dans l'usine. Et là, chez nous, c'est l'ADN. Donc il y a toute l'information qu'il faut pour faire tout ce dont on a besoin de faire dans notre corps. Le deuxième point, c'est les chemins, c'est la production d'énergie. Il faut une source d'énergie. Et chez nous, ça se passe dans les mitochondries. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet, donc healthhackers.fr/épisode au pluriel. Donc pour elle, le point 2, c'est la production d'énergie, et chez nous, c'est les mitochondries. Le point 3, c'est les chemins métaboliques. Donc du coup, dans l'usine, on va dire comment les choses fonctionnent, les procédés, au-delà de comment fabriquer les choses. Le quatrième point, c'est le contrôle et la qualité. C'est-à-dire, il faut une équipe qui va checker si les choses se passent bien, si le produit que tu produis, il n'a pas de défaut, s'il a des défauts, le réparer, ainsi de suite. Le cinquième point, c'est la sécurité et la surveillance, on va dire. Ça, chez nous, dans le corps humain, c'est le système immunitaire qui nous défend des agressions externes. Le sixième point, c'est les travailleurs. C'est quelque chose de très important, et dans le corps humain, c'est les cellules. On va dire c'est quelque chose d'ultra clé. Et enfin, le dernier point, c'est la gestion des déchets. C'est dans une usine, ça produit toujours des déchets, il faut jeter ça, il faut trouver des manières de jeter ou de recycler les choses. Et ces 7 procédés, en fait, l'idée, c'est d'optimiser ces 7 procédés pour que tes cellules, ton corps, ta biologie fonctionne, mais vraiment idéalement, et le plus longtemps possible. Et ce que le docteur a fait, c'est d'analyser, on va dire, toutes les études scientifiques, enfin, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'études scientifiques sur différents composés, en fait, qui vont te permettre d'optimiser au minimum un point de ces 7 clés, on va dire. Et bien sûr, il y en a qui peuvent t'aider à optimiser plusieurs points, et qui sont très puissants. L'exemple parfait, c'est le resveratrol. Le resveratrol, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant qui te permet d'améliorer quasiment tous ces 7 procédés de fabrication, on va dire, dans ton corps. Et il y a d'autres composés qui vont t'aider à faire qu'une seule chose, à par exemple mieux gérer tes déchets, à mieux réparer ton ADN, ou à mieux produire ton énergie. Donc du coup, elle nous donne en fait un système de notation qui est de 1 jusqu'à 3, donc 1, 2, 3, en fonction de la véracité des preuves scientifiques, on va dire, qui existent sur ce composé. C'est 3, donc c'est quelque chose d'ultra puissant, enfin, la véracité et on va dire la puissance d'action. Donc en fait, si quelque chose est très très prouvé scientifiquement, et qui en plus est efficace, ben, il aura 3 sur 3. Sur un de ces 7 composés, un de ces 7 composés en fait. Et du coup, en fait, comme ça, chaque composé obtient une note qu'on appelle la note Kaufman. Et du coup, en fait, chaque, on va dire, composé qu'elle décrit dans son livre, il a un score. En fait, en combinant le score de ces différents composés, tu arrives, on va dire, à protéger ou à optimiser ces 7 procédés dans le fonctionnement de ton corps. Je vais vous partager bien sûr sur healthhackers.fr des exemples de scores. Je ne vais pas tous les citer ici, mais un des plus intéressants, c'est le resveratrol, comme je le disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est extrait d'une algue ou bien des raisins, et c'est pour beaucoup de scientifiques, c'est ce qui pourrait expliquer le paradoxe français, c'est-à-dire pourquoi les Français, même en mangeant du beurre, des pâtisseries et en buvant beaucoup de vin, ils vivent plus longtemps, et ils sont en bien meilleure santé que les Américains ou d'autres pays, de très nombreux pays qui mangent peut-être théoriquement mieux que nous.
Donc du coup, le resveratrol, c'est quelque chose qui est ultra puissant, c'est un activateur des sirtuins, c'est un stack, donc l'active les sirtuins, c'est un calorie restriction mimétique, donc il fait croire à ton corps qu'il est en train de jeûner ou faire ce genre de choses. Il fait énormément de choses, c'est aussi un antioxydant, il aide aussi tes antioxydants naturels à la production de tes antioxydants naturels. C'est pas juste un antioxydant en soi, il aide aussi la production d'antioxydants endogènes en fait. Donc je vais pas faire des heures sur le resveratrol. En gros, c'est un des composés que je prends quotidiennement. Je vais vous expliquer après comment je compte faire ou comment je fais et comment je compte faire. Le deuxième composé que je prends, c'est l'astaxanthine. C'est pas facile à prononcer, mais c'est ça, astaxanthine, c'est pas facile à écrire non plus. C'est aussi extrait d'une algue rouge. En gros, tout ce que tu vois dans la mer qui a une couleur rouge, c'est grâce à l'astaxanthine. Donc les crabes, j'en sais rien, les crevettes, les saumons, voilà. En gros, tout vient de là. Tout vient de l'astaxanthine. C'est quelque chose qui donne la couleur rouge de tout ce qui est marin. Et ce truc-là, c'est vraiment un antioxydant incroyable. C'est un des trucs les plus puissants qui soit. C'est aussi un protecteur de la peau, mais ultra puissant. En fait, c'est plus intéressant, en tout cas c'est mon avis personnel, de prendre de l'astaxanthine que de se protéger avec une crème solaire, parce que ça protège vraiment très très puissamment ta peau. D'ailleurs, certains l'appellent comme la crème solaire en pilule, quoi. Donc si tu te protèges avec l'astaxanthine, tu prends des doses de l'astaxanthine, on va dire quelques semaines avant de t'exposer au soleil, quelques jours avant de t'exposer au soleil, tu protèges bien ta peau. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait cet été avant d'aller à la plage. C'est là que j'ai commencé à prendre de l'astaxanthine et bon, en même temps j'ai pas non plus une peau très susceptible aux brûlures au soleil, mais pas de problème. Donc l'astaxanthine c'est un antioxydant très très puissant. Je me rappelle plus quelles sont ses autres propriétés sur les 7 étapes on va dire, du fonctionnement du corps humain, mais je vais vous partager ça sur healthhacker.fr. Les autres choses que je fais, donc aujourd'hui je prends que ces deux, on va dire, composés de manière supplémentaire, c'est-à-dire je prends des gélules. Il y a autre chose que je prends, mais pas exactement dans la forme dans laquelle le docteur Kaufman le suggère, c'est nicotinamide adenine dinucléotide, donc NAD. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros une forme, ce que les gens prennent en général, c'est le NMN, le nicotinamide mononucléotide, ou le NR, nicotinamide riboside, ou niacinamide. C'est en fait toutes des formes de vitamine B3. Et donc du coup moi je me supplémente en vitamine B3 parce que c'est moins cher et parce que je prends déjà un multivitamine B. Et pourquoi c'est intéressant la vitamine B3? En fait ça aide à augmenter ta production de NAD en fait qui fait énormément de choses dans le corps. Il aide notamment à l'activation, ou plutôt il aide au fonctionnement des sirtuins qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont vraiment utiles dans la réparation de l'ADN et dans le fonctionnement, on va dire dans la réparation ou la maintenance de l'information épigénétique. Il y a aussi la réparation même de l'ADN est très consommatrice de NAD, qui on va dire les enzymes et les protéines qui utilisent, on va dire qui réparent l'ADN, même quand elles le font tous les jours dans vos cellules. Il faut savoir que l'ADN est réparé des milliers de fois par jour dans une cellule, donc imaginez avec le nombre de cellules que vous avez. Donc le NAD est utilisé pour ça, parfois pour colmater les cellules, l'ADN. Donc du coup, plus tu as de dommages dans ton ADN, plus tu as besoin d'utiliser le NAD, et plus tu as besoin que les sirtuins utilisent des NAD, et la production en fait de NAD baisse ou plutôt la quantité de NAD qu'on a qui est disponible baisse avec l'âge. Donc du coup c'est bien de commencer à se supplémenter, on va dire à partir de la quarantaine ou même plus tôt comme moi, mais pas forcément avec des doses très élevées. Dernièrement j'ai entendu un speech intéressant du docteur Chris Masterjohn, c'est un docteur en nutrition américain qui expliquait que
prendre des quantités très élevées de vitamine B3 pouvait être, on va dire, contre-productif pour certaines personnes, notamment des personnes comme moi, qui ont un problème avec ce qu'on appelle la méthylation. C'est un procédé en fait où le corps attache des méthyles en fait à certains composés pour les détoxifier, pour les sortir dans les urines par exemple. Et c'est le cas si tu as la B3 en excès. Donc du coup, il faut pas non plus prendre ça trop en excès, en tout cas pour moi. Il y a d'autres personnes pour qui ça poserait pas spécialement problème. Donc c'est pour ça que je prends pas spécialement des très grosses quantités de vitamine B3, mais j'en prends quand même. Et je pense que je vais augmenter la dose en fonction de l'âge, bien sûr. Et après, on va dire la façon la plus optimale de prendre ça, c'est en prenant un supplément qui s'appelle Elysium, où c'est du NR, donc du nicotinamide riboside, mais c'est quelque chose de très cher qu'il faut savoir, que tu peux prendre par intermittence aussi, c'est-à-dire que tu le prends pendant un mois tous les jours, ensuite tu peux le prendre tous les 2 jours, ainsi de suite. Je vous mets tous ces liens sur Health Hacker, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième ou troisième point, je sais plus. Ensuite, les autres trucs que je fais qui respectent pas forcément le protocole Kaufman, mais que, on va dire, respectent plus ma vision des choses, c'est ce qu'on appelle le EGCG. C'est un composé qu'il y a dans le thé vert. Bon, c'est juste un grand mot pour dire qu'il y a un truc super bon dans le thé vert, mais bon, ça on le savait déjà parce que les Japonais consomment ça en grande quantité et on voit à quel point leur santé a l'air bien. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, dans leur mode de vie, mais c'est un des composés qui a beaucoup de preuves scientifiques, qu'il est vraiment super intéressant. Et moi, je le fais simplement en prenant au minimum deux thé verts par jour, par exemple. On peut le faire avec plus du thé vert bio pour éviter trop de cochonneries dedans. Il y a un composé super intéressant aussi que j'essaie de prendre assez régulièrement, c'est l'apigénine. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans les fleurs de camomille. Et aussi, de temps en temps, j'essaie de prendre régulièrement, pendant quelques jours, de l'apigénine, enfin plutôt des tisanes à base de fleurs de camomille. La deuxième étape que je vais faire là très bientôt, c'est de prendre de la curcumine et de la carnosine. Je vais vous mettre leur score Kaufman aussi et expliquer pourquoi ils sont bons pour la longévité. Mais en tout cas, une fois que j'ai terminé cette phase de resveratrol, astaxanthine, je vais passer à carnosine plus curcumine. Curcumine aussi, c'est un truc ultra puissant comme le resveratrol. Il y a 15 composés comme ça que le Dr Kaufman décrit dans son livre, mais aujourd'hui, dans son application, elle a aussi une application qui est disponible sur Apple et bientôt sur Android. Et il y en a 30. Donc elle continue en fait ses analyses des différents composés. Elle a par exemple ajouté un composé que je prenais il y a quelques temps, qui s'appelle le Triphala, où il y a pas mal d'études scientifiques qui démontrent que c'est super intéressant pour la longévité. Mais surtout ça reste hypothétique, soyons clairs, parce qu'il n'y a pas d'études sur l'homme et il n'y en aura pas en fait. C'est ça qu'il faudra accepter. Donc, du coup, on est obligé de se baser sur des études sur les animaux et sur notre compréhension du fonctionnement métabolique ou des fonctionnements biologiques des animaux comparés à l'homme et de faire des extrapolations, bien sûr, plus ou moins sûres. C'est pour ça qu'il y a toute cette pondération et tout ce score. Et de manière générale, si ces procédés en fait ne t'aident pas à vivre plus longtemps, j'en suis convaincu qu'ils t'aideront à vivre mieux la même vie que tu vis en fait. Voilà, j'espère que je t'aurai convaincu de l'intérêt de lire le livre de Sandra Kaufman, de venir voir sur Health Hackers les différents scores des 15 composés que Dr Kaufman conseille. Et de me suivre sur Instagram pour voir, on va dire, les différents trucs que je fais. Aujourd'hui, c'est le resveratrol et l'astaxanthine. Demain, ce sera le curcumine et la carnosine. Et après, tu vas voir. Voilà, j'espère que j'ai éveillé ton intérêt ou ta curiosité sur la longévité et que ça va t'aider à avoir une bonne santé et à peut-être vivre plus longtemps. D'ici là, je te conseille d'aller sur Health Hackers, de t'abonner à la newsletter là-bas.
Et si tu as apprécié ce podcast, tu peux me laisser une note sur iTunes. Ça m'aide beaucoup à faire découvrir le podcast et à aider les gens à améliorer leur santé parce que c'est vraiment mon objectif. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine.